Voilà ce qu'on Alors, peut dire. parlant du ministre de la Santé, donc, il a saisi au bon l'opportunité offerte par l'étude de Lancet là, pour demander une révision qui irait évidemment vers une restriction encore plus grande des prescriptions de l'hydroxychloroquine pour le Covid-19. Donc, il a demandé des résultats, en tout cas, il a demandé des recommandations en déant 48 heures. Je pense que vous avez déjà fait une analyse de cette étude du Lancet. Euh, dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors il y aura là aussi un article entier, un épisode de mon enquête sur le blog de Mediapart qui gratuit, hein, que chacun pourra aller consulter. L'article s'intitule de mémoire l'étude qui était censée, c'est l'expression française, signer la fin de partie pour l'hydroxychloroquine, parce que c'était la teneur des débats. Hein. Cette étude est en fait une escroquerie intellectuelle. Voilà. On peut le dire très clairement et sans aucune crainte d'être poursuivi en diffamation, tellement cette étude pose d'énormes problèmes et pose beaucoup de questions sur sa réalisation et sur les intentions cachées de ses auteurs et sur la présence d'auteurs cachés aussi, on pourrait le dire comme ça. Voilà, elle pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi néanmoins dans le débat public, évidemment, elle a fait beaucoup de buzz, comme on dit aujourd'hui, euh, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que beaucoup de gens ont juste été impressionnés par la quantité. Voilà. C'est une étude qui dit avoir porté sur se baser sur le dépouillement de environ 96 000 dossiers de malades atteints du Covid, qui auraient été recueillis dans près de 700 hôpitaux sur 6 continents. Voilà, une espèce d'étude qui arrive en disant, ben voilà, moi je suis la statistique et je vais terminer le débat. Voilà, c'est ça la prétention de la chose et c'est comme ça que ça a été ensuite vendu et repris dans tous les médias français. Sauf que la quantité, c'est pas forcément la qualité. Hein. Et sauf que le big data n'est pas nécessairement la solution à tous nos problèmes. Ça, c'est la naïveté des gens qui croient au miracle technologique comme on aurait une croyance religieuse, en fait. Hein. Voilà, c'est le même genre de croyance un peu magique qui, malheureusement, sont assez répandues dans nos sociétés. Alors, derrière ça, les problèmes sont les suivants. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de les résumer. Premier problème, on ne comprend pas, quand on lit l'article, hein, full texte, on ne comprend pas comment, concrètement, les auteurs ont pu réellement, ils sont quatre en théorie, 3 Américains et un Suisse, on ne comprend pas comment ils ont pu, techniquement, recueillir ces 96 000 dossiers, constituer une base de données, trier les données, nettoyer les données, je parle en termes je suis quelqu'un qui a fait des études statistiques, et quel que soit le domaine, c'est les mêmes procédures globalement. Hein, on ne voit pas comment ils ont pu donc recueillir, nettoyer, encoder, constituer une base de données pour une publication scientifique, écrire un article, le soumettre dans une revue à comité, faire plusieurs allers-retours avec les reviewers et la rédaction en chef de la revue, et au final, tout ça prenant moins de 5 semaines. C'est juste quelque chose qui paraît impossible en fait, humainement impossible. Voilà. Sauf à penser qu'il y a des auteurs cachés dans l'étude. Hein. Il y a des ghostwriters qui sont, et on le comprend assez vite, puisque un des 4 auteurs, en fait, n'est pas, comme les autres, un universitaire. Un des 4 auteurs a créé une société qui fait de l'intelligence artificielle et du big data sur des données de santé à destination des prescripteurs diverses. Donc il y a derrière une dimension industrielle qu'on va retrouver tout à l'heure dans la question des conflits d'intérêts, bien sûr. Voilà. Bon, mais donc le premier étonnement, c'est celui-ci. Enfin, le premier problème, c'est que il n'est pas dit, il est en partie caché, la façon dont on aurait pu réaliser une telle étude qui paraît très improbable sinon. Voilà. Donc d'emblée, c'est quand même un souci quand on vous donne quelque chose, en fond, mais c'est comme si on vous donne un médicament, mais on a enlevé la notice d'utilisation. Donc vous ne savez pas de quoi il est constitué, vous ne savez pas la prescription, vous ne savez pas les effets secondaires. Voilà, bon, ça pose quand même un gros souci. Ensuite,
comme par hasard, certaines des données contenues dans l'article ont été trop parfaites pour être vraies. Quand on compare les différents bras qui constituent l'étude et qui sont comparés, vous avez toute une série de critères sur les patients, de critères sociodémographiques en particulier, hein, leur taille, leur âge, leur poids, etc., leur origine ethnique, etc., qui sont quasiment identiques dans tous les bras de l'étude. Je n'ai jamais vu ça de ma vie dans aucune étude statistique. Hein. Enfin, dans la réalité, il y a des différences, elles sont plus ou moins comparables, etc., mais on n'a jamais des choses identiques sur tous les critères. Enfin, bon, c'est juste impossible. Ensuite, tout le monde, une des critiques principales qu'on a adressées au professeur Raoult dans ses études, c'est que ces études ne sont pas randomisées. Ben, celle-là ne l'est pas non plus. Celle-là ne l'est pas non plus, il faut le rappeler. Ce n'est même pas non plus ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est une compilation de toute une série de sous-fichiers, hein, qu'on a trouvés on ne sait pas trop comment, dans une série d'hôpitaux qu'on a choisis et qu'on ne sait pas trop comment non plus. Voilà. Parmi ces fichiers, il y en a d'ailleurs qui sont juste, qui ont déjà été publiés, qui ont déjà donné lieu à des publications, et des publications qui sont d'une valeur scientifique nulle. Il y a par exemple la fameuse étude qui portait sur les vétérans des hôpitaux américains, à qui on donnait de l'hydroxychloroquine alors qu'ils étaient déjà dans un état très grave, qu'ils étaient extrêmement âgés. Enfin bref, on dirait... On n'est même plus au stade des contre-indications. On dirait que c'est presque criminel, en fait, dans certains cas. Vous voyez, bon. Donc, voilà, un truc fait de briques et de broc, dont le but était de faire de la quantité pour essayer d'impressionner les gens, en fait, avec la quantité. Voilà. Une étude qui n'a pas non plus... dans laquelle il y a ce qu'on appelle en anglais des missing values, hein, des données manquantes, au fond. Alors, quand c'est des petites données annexes, c'est pas grave. Vous voyez, si on parle de votre maladie sans indiquer votre couleur de cheveux, tout le monde s'en fiche. Par contre, si on vous parle d'une maladie qui a potentiellement des effets cardiaques importants et qu'on ne contrôle pas l'état cardiaque des patients, ça devient beaucoup plus embêtant. Surtout si l'étude est faite pour conclure qu'il y a une mortalité par accident cardiaque qui est très importante. Donc, c'est juste pas possible. Vous voyez, c'est juste illogique, c'est juste anti-scientifique en réalité. Enfin, il y a beaucoup d'autres, j'en ai une dizaine comme ça, d'arguments qui démontent tous les uns après les autres l'étude. Par ailleurs, il y a enfin donc des conflits d'intérêts cachés. Et ça, c'est quand même évidemment un souci majeur, absolument majeur. L'auteur principal de l'étude, qui est le docteur Mera, déclare plusieurs liens d'intérêt, mais j'allais dire, il cache le principal. C'est classique. Hein. En France, on a une autorité de la transparence pour les élus qui doivent eux-mêmes déclarer les choses. Donc il y a deux façons de faire. Soit on ne déclare pas, mais ça c'est trop gros, ça se voit, etc. Soit en fait on déclare qu'une partie, comme ça on a l'impression d'avoir fait le job, mais en fait, bon. Donc là c'est un peu le même problème, hein, ça repose sur le déclaratif, mais il faut aller vérifier. Et quand on va vérifier, on s'aperçoit que l'hôpital où travaille ce médecin est en lien direct, très fort et financièrement majeur avec un industriel qui est le laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences. Et Gilead Sciences, c'est pas n'importe qui. Et c'est majeur dans les questions qui nous intéressent, puisque c'est l'industriel qui propose un traitement pour le Covid, un traitement auquel le protocole du professeur Raoult fait directement concurrence. Il y fait concurrence parce que Raoult utilise des vieux médicaments hors brevet qui valent quasiment rien, hein, alors que le médicament du laboratoire Gilead, le Redemsivir, c'est son nom, revient en France, mais ça peut varier après selon les pays, hein, mais en France, ça reviendrait de l'ordre de 4 500 €, à peu près du dollar aussi canadien, je crois, par patient. Alors que la boîte de Plaquenil, qui contient donc l'hydroxychloroquine, coûtait encore au mois de janvier dernier en France dans une pharmacie l'équivalent de 2,20 € ou 30 €. Voilà, ça n'a strictement évidemment. Voilà. Donc c'est tout à fait majeur. Évidemment, c'est tout à fait majeur, et ça éveille immédiatement le soupçon que toute cette étude, son intention fondamentale n'est pas de tester les divers médicaments qui existeraient face, ce qui serait évidemment une très louable démarche. Non, l'intention de cet article est probablement en réalité de pouvoir se débarrasser de cette gêne fondamentale, hein, de déminer le terrain, de se débarrasser de l'obstacle que constitue la proposition du professeur Raoult, qui est de traiter une maladie avec des médicaments qui ne coûtent rien. Voilà, ce qui est, pour ces laboratoires, ce qui est, on le voit bien, hein, une gêne absolument majeure.
Et une autre étude publiée dans le Lancet euh, indiquait qu'en fait le remdesivir était inefficace pour lutter contre le Covid-19. Est-ce que ça a été écouté? Est-ce que ça a été débattu en France, cette étude qui démontrait que Ah mais non. ça réduisait peut-être un tout petit peu, non, même pas, celle-là ne réduisait ni le temps d'hospitalisation ni la mortalité de manière significative. Est-ce que ça a été discuté? Parce que si vous me dites que c'est pour, disons, favoriser un médicament inefficace, on rentre dans, dans de l'incohérence totale sur le plan d'une politique sanitaire. Et malheureusement, et malheureusement c'est le cas. Alors, je précise bien, hein, ça ne présume pas des intentions des uns et des autres. Voilà. C'est toute la limite qu'il y a entre avoir une analyse critique, se poser des questions, émettre des critiques, dire que les choses ne vont pas, et puis la différence que ça a avec, par ailleurs, être dans des théories complotistes qui passent leur temps à faire des procès d'intention, au fond, aux personnes et à présumer des intentions des personnes. Je ne sais pas, quand vous me demandiez tout à l'heure que pense le président Macron, machin, je ne sais pas, je ne parle pas avec lui. Par contre, je peux observer des choses, souligner des incohérences et me poser des questions. Donc là, c'est ce qu'il faut faire aussi. Hein. Est-ce que pensent réellement la plupart des gens qui se permettent de commenter et qui vont relayer sans critique un article aussi mauvais, voire frauduleux que celui du Lancet, dont on a parlé avant, et qui vont ne pas dire un mot de l'article sur le Remdesivir, lors même qu'ils ont également vu passer une dépêche des agences de presse qui signalait son existence, par exemple. Bon, quelle est leur intention quand ils font ça, je ne sais pas. Mais le fait est qu'ils le font. Le fait est qu'ils le font. Donc le fait est qu'ils pratiquent, ils érigent même quelque part en règle cette espèce d'hypocrisie, ou encore pour le dire autrement, le traitement médiatique est à charge. Hein, voilà, c'est comme si on instruisait un dossier criminel dans un seul sens, parce que depuis le début, on est persuadé qu'on a trouvé le coupable. Voilà. Ce qui est évidemment l'erreur numéro un, aussi bien en termes judiciaires d'ailleurs qu'en termes journalistiques. C'est précisément ce qu'il ne faudrait pas faire, à savoir avoir un préjugé au début et tout faire pour essayer de le renforcer. C'est la sottise, c'est la bêtise absolue évidemment. Et pourtant c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et on ne parle pas ici de quelques journaux gratuits ou de malheureux jeunes journalistes pigistes payés au lance-pierre écrivent ce qu'on leur a demandé d'écrire. Non, on est en train de parler des plus grands médias français, on parle du journal Le Monde, on parle même de journaux qui se veulent être des journaux critiques où on fait de l'investigation, y compris celui sur lequel j'ai un blog, Mediapart, bref. C'est de ça dont on parle, hein. C'est pas d'un obscur petit. Voilà. Et on a des journalistes qui travaillent à charge. C'est tout à fait sidérant, mais le constat est vraiment celui-là, hein, en termes de psychologie sociale. Voilà, ils ont adopté d'emblée une structure de perception du réel. Tout ce qui arrive comme dissonance cognitive hein, ne parvient pas à rentrer dans la petite matrice qu'ils se sont mis en place. Et puis, avec le fil du temps, il y a évidemment des enjeux également, des enjeux de type égocentrique, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit des bêtises font tout pour le cacher. Les gens ne veulent pas se dédire. Les gens ne veulent pas reconnaître a priori qu'ils ont pu se tromper, a posteriori, pardon, qu'ils ont pu se tromper. Vous voyez, il y a cette machine infernale qui s'est mise en place avec une espèce de fuite en avant. C'est un peu ça que j'observe dans le débat médiatique, une fuite en avant, avec des gens qui maintenant seraient presque honteux de dire, bah oui, il y a 2 mois, j'ai dit une énorme bêtise en fait. Alors que beaucoup de gens ont dit beaucoup de bêtises dans toute cette affaire. Peut-être moi-même aussi j'en ai dit. Voilà, on travaille un peu tous dans l'urgence, dans les conditions qui sont données. La moindre déshonnêteté serait d'accepter de remettre les choses sur la table, de discuter tranquillement, d'éviter d'avoir des préjugés, des préconçus, des émotions, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Je vais me permettre une petite parenthèse. Là, je vous interviewe. Je suis dans la région de Montréal, au Canada, et je peux vous assurer ici, il y a zéro débat sur l'hydroxychloroquine. Donc, les médias et le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux, à l'exception d'un des gouvernements provinciaux, donc qui ont en charge la santé, hein, donc, ont totalement occulté disons, l'opportunité, la possibilité d'utiliser
Donc le traitement du professeur Raoult, c'est quelque chose, moi-même je me suis impliqué là-dessus, j'ai essayé de faire entendre raison au gouvernement provincial au Québec notamment, totalement, il n'écoute nullement j'ai regardé les taux de mortalité. Les taux de mortalité à Montréal sont un peu inférieurs à ceux de New York, mais ils sont même plus élevés que ceux de Paris. Alors si vous comparez par exemple la mortalité à l'IHU de Marseille et celle à Montréal, où il y a encore des cas et des cas et des cas qui sont déclarés chaque jour, il y a des morts chaque jour, et sous la pression populaire, on réouvre, si vous voulez, l'économie. Mais en tout cas, je vous parle d'un endroit où il n'y a même pas ce débat, où l'hydroxychloroquine a été totalement muselé par les autorités. Et c'est tragique, puisqu'il y a des milliers de personnes probablement, et notamment les personnes âgées qui auraient pu être sauvées par cette thérapie. Dans le blog covexit.com, là, vous savez, je traite de situations diverses dans différents pays, je regarde vraiment les différentes stratégies, mais j'ai aussi quelque chose d'anecdotique, c'était la semaine passée, deux personnes proches, un monsieur de Montréal, il a perdu sa mère on l'a laissé mourir dans une résidence pour personnes âgées, ça s'appelle un CHSLD au Québec, on les laisse mourir, tout simplement, on ne les traite pas. En Belgique, où il y a quand même, dans la région de Bruxelles, il y a eu une très forte mortalité, c'est un des pires pays au niveau de l'incidence de la maladie, mais la mère d'une amie, elle a été malade, on l'a hospitalisée, et on l'a traitée, et elle est sauvée, elle est bien dans ses 80 ans. Hier, il y a 2 jours, là, j'ai fait une entrevue avec le professeur Varone, vous allez pouvoir la voir sur le site, là, traiter à l'hydroxychloroquine ou des traitements apparentés les personnes âgées, ça fonctionne aussi, là. Donc, il y a des milliers de personnes âgées au Canada, parce que je crois que plus que 90% des décès sont dans les résidences de personnes âgées et on les laisse mourir au Canada. C'est comme ça. Donc, je vous dis ça, petite parenthèse. Mais pour en revenir au professeur Raoult, il a déclaré hier, et je vais le citer parce que c'est quand même assez flamboyant, concernant l'étude Lancet, il parle d'une espèce de fantaisie complètement délirante. Où est-ce que ça va mener, cette polarisation concernant cette étude? D'un côté, le ministre de la Santé qui veut l'utiliser pour restreindre encore plus l'utilisation de l'hydroxychloroquine, et puis le professeur Raoult qui, indirectement, il critique la compétence même de ce ministre de la Santé. J'irais même plus loin, je rajouterais aussi la World Health Organization, j'ajouterais l'OMS en français, l'Organisation mondiale de la santé, oui, qui à son tour, 24 heures plus tard, se fend d'un communiqué pour à son tour dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'hydroxychloroquine. Or, dès le mois de janvier, dans le premier document de l'OMS qui porte sur les thérapeutiques contre le Covid, il est déjà écrit en toutes lettres que la meilleure chance thérapeutique contre le Covid serait de Remdesivir, c'est-à-dire à une époque où le médicament n'est peut-être même pas disponible d'ailleurs. Ce qui, moi, m'amène à formuler l'hypothèse suivante: des conflits d'intérêts majeurs sont présents au sein de l'OMS. Ce qui n'a rien d'ailleurs d'une surprise incroyable, puisque l'OMS, à part quelques permanents de l'organisation, tous les comités d'experts qui la constituent sont des médecins et des chercheurs pris dans les différents pays. Voilà. Donc les mêmes que ceux qui ont par ailleurs déjà des liens d'intérêt pour beaucoup d'entre eux avec tel ou tel labo. Donc qu'on les retrouve là aussi et que ça finisse par ressortir jusque dans les publications officielles de l'OMS n'a évidemment rien de surprenant. Mais donc je rajouterais ça encore à ce que vous venez de dire, hein, voilà. Et évidemment ça pose gravement question, hein, mais j'allais dire, ok, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Non, mais ça veut dire c'est le monde tel qu'il est piloté par l'argent, par les puissances financières.
Les industries pharmaceutiques, c'est parmi les puissances financières les plus fortes du monde. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Je dirais ça si on exclut donc les hypocrites, les corrompus, et qu'on prend tous les gens qui sont de bonne foi mais qui sont crédules. Je pense qu'il y a deux choses qu'ils n'ont pas encore saisies pour ceux d'entre eux, mais ils ne sont pas si nombreux que ça en fait, hein, beaucoup d'entre nous. Mais il y a deux choses qu'ils n'ont pas encore saisies. La première, c'est qu'ils n'ont pas mesurer la puissance financière dont il est question. Voilà. Les industries pharmaceutiques aujourd'hui, il faut parler d'industrie, pas de laboratoire. Certains n'ont même pas de laboratoire d'ailleurs, hein, ils sous-traitent ça. Ce sont des industries. Ce sont des industries qui sont constituées dans une recherche, un but unique qui est de faire du profit le maximum et le plus rapidement possible à destination de leurs actionnaires, en suivant l'évolution de leur cotation en bourse puisqu'ils sont cotés en bourse, dont les principaux actionnaires ne sont pas des États, des organisations sanitaires, mais sont les plus gros fonds de pension, en particulier américains. Bref, c'est le cœur du capitalisme financier qui domine le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est de ça dont il est question. C'est des laboratoires qui ont des puissances financières absolument phénoménales, bien supérieures à celles de tel ou tel ministre de la Santé dans un pays, bien supérieures. Voilà. C'est des industries qui sont capables de, rien que pour un petit pays comme la France, de mettre 100 millions sur la table dans l'année pour pratiquer du trafic d'influence tout azimut. C'est de ça dont il est question. Et la deuxième chose donc, que les gens naïfs peut-être n'ont pas perçu, c'est qu'il y a un espèce de vieux réflexe qui traîne chez beaucoup d'entre nous, consistant à croire au fond qu'il y a quelque chose d'un peu sacré dans la santé, quelque part. Et comme si c'était donc du coup comme si on allait rencontrer là des comportements marchands plus moraux qu'ailleurs au fond. Voilà, comme s'il y avait la santé, c'est quand même un peu. Or non, voilà, malheureusement, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les industriels font en matière de santé exactement la même chose qu'ils font avec l'agroalimentaire, avec l'agriculture, avec n'importe quoi. Il n'y a aucun tabou particulier, il n'y a aucune éthique supérieure du fait qu'on parle de la vie humaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nombre de ces industriels essayent de vendre des médicaments exactement de la même manière qu'ils vendraient des pots de yaourt, des chemises ou des meubles. Voilà, c'est les mêmes choses avec des stratégies de développement industriel qui sont les mêmes, des business plans qui sont les mêmes, des types de marketing et de propagande qui sont les mêmes, des stratégies de lobbying et de trafic d'influence qui sont les mêmes, hein, et qui sont même encore plus influentes dans ce domaine qu'ils se sont de longue date installés en réalité au cœur des institutions sanitaires dans bien des cas et des métiers dont il est question. Je donne un exemple concret pour qu'on voit bien ce que je veux dire. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais en France, ce sont les industries pharmaceutiques qui tiennent la formation continue des médecins. C'est quand même incroyable si on y réfléchit une minute. Voilà. Les médecins, lorsqu'ils vont au bout d'un certain nombre d'années faire de la formation continue, et ça fait partie du droit du travail chez les médecins comme dans toutes les professions, les séances de formation qu'ils vont recevoir sont organisées, financées, etc., par les laboratoires pharmaceutiques. Un certain nombre de médecins qui font, dès le stade où ils sont étudiants, faisant une thèse sur un sujet qui intéresse fortement un industriel, ont toute chance de voir arriver un représentant de l'industriel qui va, comme par hasard, leur proposer, donc comme étudiant, je dis bien encore, hein, doctorant, qui va leur proposer d'organiser leur pot de soutenance, par exemple, hein, et de publier rapidement leur thèse chez un très bon éditeur. On voit des comportements de ce type. Hein. Un très grand médecin, dont je ne cite pas ici le nom parce que je ne l'ai pas encore publié son interview, un très grand médecin me disait récemment, les industriels essayent, leur stratégie de corruption, ça consiste à essayer de biberonner, hein, de prendre dès le plus jeune âge, de s'attacher au fond dès le plus jeune âge, les futurs jeunes médecins brillants et sur des sujets, dans des domaines précis qui les intéressent. Il faut absolument comprendre ça, c'est ce que j'essaie d'investiguer beaucoup en ce moment, et c'est assez désespérant, bien sûr, mais c'est le réel, malheureusement, c'est la réalité. Pour en revenir à l'OMS, il y a quand même des pays majeurs tels que l'Italie, l'Espagne, puis des pays comme l'Inde, évidemment, des grands producteurs d'hydroxychloroquine et de substances médicamenteuses qui utilisent l'hydroxychloroquine.
Donc, comment est-ce que vous expliquez au niveau de l'OMS qu'il y a des décisions qui sont prises à l'encontre finalement de ce qui se passe dans des États membres qui sont majeurs toutefois? Alors, j'ai commencé, mais je suis très loin d'avoir abouti le volet OMS de mon enquête. Tout ça prend énormément de temps lorsqu'on essaie de travailler, d'investiguer. Donc, je dirais rien de définitif à ce sujet-là, si tant est qu'on puisse dire quoi que ce soit de définitif d'ailleurs. Un mot à bannir, je le retire. Je ne dirais rien de ferme à ce sujet-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est juste la chose suivante. L'OMS n'est pas une espèce d'organisation parfaitement indépendante, existant en tant que telle, entité supérieure ou que sais-je. L'OMS est évidemment directement tributaire du financement que veulent bien lui accorder les pays et qu'ils accordent de manière très inégale, voire en faisant en permanence du chantage à la réduction de subventions, comme le font régulièrement l'administration Trump, par exemple, comme elle le fait aussi à l'ONU d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de ces institutions internationales qui sont prises dans ces rapports de force, évidemment, des rapports de force politiques, financiers, internationaux, et qui par ailleurs n'ont pas non plus, je disais tout à l'heure, une administration propre qui couvre tous les domaines, etc. Non, ils sont aussi en permanence dépendants de tous les corps médicaux et de chercheurs de tous les pays qui vont remplir les différents comités consultatifs, réflexifs, etc. etc. Voilà. Donc l'OMS, c'est forcément elle aussi une organisation qui est sujette aux pressions. Et en l'occurrence, la pression la plus puissante, c'est celle que fait son financeur le plus important, c'est-à-dire les États-Unis. Et on parle là d'un médicament américain, d'un laboratoire américain, dont les actionnaires sont américains et dont certains des principaux soutiens sont parmi les plus hauts personnages de l'administration américaine, Dr Fauci par exemple, etc. Bon, voilà. Donc, c'est pas très étonnant au final que ceux-ci viennent perturber quelque peu, en tout cas, ou poser question sur l'expertise que va produire l'OMS sur ces questions précises. Voilà. Okay. Donc, c'est la question que je pose. Je n'ai pas la réponse, je ne prétends pas l'avoir pour l'instant, mais je me la pose et avec mon équipe, on travaille là-dessus aussi. Et puis, parenthèse quand même importante, c'est qu'aux États-Unis, les positions sont très divisées, et comme vous le savez, donc, le président Trump a menacé de suspendre. C'est quand même le principal contributeur financier de l'OMS a suggéré de suspendre les contributions américaines, malgré donc l'élément Gilead et également donc aux États-Unis maintenant, bien que le remdesivir a été quelque part approuvé là, par la FDA, donc l'hydroxychloroquine reste poussée par le président Trump. Là, on rentre dans cette logique-là. Mais pour parler d'autres pays brièvement, là, on sait que certains pays ont appliqué le protocole du professeur Raoult pas mal à la lettre, que ce soit l'Algérie, le Maroc. Comment est-ce que vous interprétez qu'il semble que les pays les moins pourvus financièrement, les moins, entre guillemets, développés, moi je suis un ancien chargé de cours en économie du développement à l'Université de Bruxelles, donc comment expliquez-vous que finalement certains pays s'en sortent beaucoup mieux que d'autres à gérer cette crise du Covid-19? Alors, il y a des questions, il y a au moins trois réponses possibles. La question du prix des médicaments, on en a déjà parlé. Dans des pays moins fortunés, on va moins longtemps se poser la question, à savoir si le budget de l'hôpital, ça va vite, le coût des médicaments en pharmacie, ce sont des questions qui vont évidemment être encore plus dominantes. Par ailleurs, si on parle des pays d'Afrique subsaharienne, c'est des pays où l'épidémie, c'est pas nouveau du tout. On en a une longue pratique. La guerre des médicaments, on connaît
Hein, on parlait de Gilead et de son médicament qui s'appelle le Remdesivir. C'est un médicament que Gilead a commencé déjà à préparer au temps de la crise de l'épidémie d'Ebola, hein, qui touchait beaucoup l'Afrique de l'Ouest en particulier. Bon. Donc c'est une vieille histoire qu'on connaît bien, qu'on connaît mieux, et, notamment en Afrique subsaharienne. Ensuite, il se trouve que l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille a des liens privilégiés de longue date avec les pays du Maghreb et certains pays africains, a fortiori évidemment le Sénégal, d'où est originaire, où est né le professeur Raoult lui-même. Mais ils ont de longue date des partenariats très importants. Hein. Il y a depuis plusieurs années, au fil des ans, enfin, on compte par centaines les étudiants, futurs médecins, futurs chercheurs, l'étant devenus pour certains d'entre eux depuis, en provenance de Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, etc. Bon, voilà. Donc il y a plusieurs éléments sans doute qui concourent à expliquer mieux ça. Dans l'article que vous avez publié sur notre blog, vous parlez de paralysie en France en termes de politique de santé, étant donné l'ensemble des paramètres que vous avez décrits, ces différentes perspectives hein, sur les approches thérapeutiques, etc. Votre recommandation pour sortir de cette paralysie, est-ce que vous avez des idées pour permettre au gouvernement d'assumer une réelle politique de santé en matière de Covid-19 et de traitement précoce? Le problème, j'ai envie de vous répondre ça, le problème c'est que de toute façon il est trop tard. L'épidémie elle est terminée en réalité. On n'a plus à se poser de la question de si on peut sauver des gens, c'est trop tard. La seule chose à mon sens qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer évidemment de tirer les bonnes leçons de toute cette histoire. Sur tous les plans d'ailleurs. Là, on parle de la question du traitement médical, mais la question des capacités de dépistage, la question de l'existence des outils de protection. En France, il y a le scandale est partout quelque part. Hein, le scandale est partout. Et surtout, nous n'avons pas été capables de tirer les leçons des épidémies précédentes, parce que c'est évidemment pas la première et pas la dernière. Quantité de mes collègues ont rappelé ça à très juste titre, à savoir qu'il suffit d'aller chercher les archives dans sa bibliothèque, chacun, et on aura le rapport de la fin des années 90 sur telle épidémie, le rapport du début des années 2000 sur telle épidémie, etc., qui disait qu'en prévision de la prochaine, il faut bien penser à faire ceci, ceci, cela. Le problème est l'absence totale de mémoire, le fait que les gens qui nous dirigent donnent l'impression de vivre au jour le jour, et que d'ailleurs l'ensemble du management des affaires publiques, comme de celui des affaires privées, mais sans doute pire encore malheureusement, est un management qui est de plus en plus à courte vue. Hein, voilà, moi je le vois partout dans le fonctionnement des collectivités publiques, dans la façon dont on distribue les budgets, dont on gère les budgets, dont on fait des évaluations, dont on cherche à chiffrer les évaluations. On est sur des horizons temporels de plus en plus courts, des périodes de plus en plus courtes. On veut des résultats tout de suite, même si c'est des petits résultats, sur des indicateurs simples. On n'aime pas les choses compliquées. On pense les choses à 6 mois, au maximum à 1 an, alors que toute politique publique n'a de chance de mettre en place quelque chose d'un peu important que sur plusieurs années. Voilà, c'est une tendance générale que je trouve tout à fait dramatique. Donc, il faudra autant qu'on peut essayer, et je ferai ce que je peux pour y contribuer, à faire des bilans et à s'en souvenir, à tirer les bonnes leçons, et pour ça, à obliger le maximum de personnes à enlever leurs œillères, hein, leurs égos, etc., pour accepter au moins après coup qu'on fasse un bilan honnête. Au moins ça. Alors, je ne l'attends pas, bien sûr, du gouvernement français actuel, parce que il est paralysé par la peur que tout ça lui retombe sur la figure, évidemment. Hein, tout ça et le reste, hein, j'ai parlé de l'absence de tests, l'absence de masques, les mensonges qui ont été commis à plusieurs reprises là-dessus, les réactions trop tardives, enfin bon, voilà, c'est des séries de scandales. Je pense que c'est leur grande hantise, donc c'est évidemment pas du gouvernement que j'attends la capacité à, de manière
posée, sereine, organisée, etc. Non, voilà. Par contre, ce qu'on pourrait attendre, ce qu'on devrait attendre, à mon sens, dans un pays qui prétend être une démocratie, c'est que, je dirais trois choses. Hein. D'abord, que les parlementaires jouent leur rôle. Voilà. J'espère qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire, une grande et belle commission d'enquête parlementaire, qui prendra le temps d'entendre tout le monde, d'auditionner, d'accumuler les éléments, les expertises pour faire son bilan. Voilà. C'est un outil démocratique, hein, important. Donc j'espère qu'il y aura une grande commission d'enquête parlementaire. Deux, j'espère que les médias seront capables de faire, les journalistes seront capables de faire un minimum d'autocritique pour essayer de jouer un petit peu plus le rôle de contre-pouvoir qu'en théorie, dans une démocratie, ils devraient jouer. Et qu'ils ne jouent pas actuellement du tout. Voilà. Ça, c'est mon deuxième espoir. Et mon troisième est que parmi les élites intellectuelles et scientifiques auxquelles j'appartiens, on soit également capable, là aussi, en toute sérénité, conformément à nos éthiques professionnelles, à notre prétention à la recherche de l'objectivité, du débat contradictoire, de la critique bienvenue, etc., etc. Voilà, qu'on soit capable, nous aussi, là-dessus, d'arriver collectivement à poser sur la table un certain nombre d'éléments, de constats évidents, définitifs là-dessus, sur lesquels on puisse appuyer, voilà, appuyer un maximum de choses et jouer notre rôle d'expert et de conseiller sur toutes ces questions-là. Je vous remercie infiniment. Je pense qu'on a couvert pas mal de facettes de ce dossier qui n'est quand même pas fini. Je pense qu'il y a quand même des risques de recrudescence de l'épidémie à l'automne. En tout cas, c'est ce qui était prévu dans le contexte nord-américain. On ne pense pas vraiment que ça va complètement s'évanouir. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Et Avec plaisir. ça sera aussi avec plaisir qu'on va lire votre prochain article sur cette question-là de cette étude Lancet. Il va sortir bientôt. Oui, oui, il sera mis en ligne, donc à l'heure où on se parle, il sera publié le 26 ou 27 mai. C'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup.